Bonjour à toutes et à tous, pardon. Bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par l'agence The Links. Nous sommes heureux de vous accueillir, alors certes virtuellement aujourd'hui, mais nous souhaitons avec vous aborder une question qui touche l'ensemble des entreprises en France, voire dans le monde, qui est la question de l'innovation de service. Une thématique plus que jamais d'actualité au regard du contexte dans lequel nous vivons, contexte économique, contexte sanitaire, sur lequel tout le monde est au courant. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises réinterrogent leurs propositions de valeur pour ne pas subir ce monde qui change, ce monde qui évolue. Et l'innovation de service a un rôle prépondérant dans cette démarche. Mais encore faut-il savoir ce que nous attendons d'une telle démarche. Alors pour se pencher sur ce sujet, nous allons chercher ensemble à répondre à une question. Comment l'innovation de service peut initier le changement pour votre entreprise et votre marque? Pour ce faire, je suis aujourd'hui accompagné d'un casting de choix, en la présence de Clémence Terrasse, qui est directrice marketing et communication du bien connu Code Rousseau. Bonjour Bonjour Clémence. Thomas. Je suis également accompagné d'Adrien Paquin, qui est responsable du pôle UX au sein de l'agence. Bonjour Thomas. Voilà. Et nous devions être accompagnés de Nolwenn Daniel, qui est directrice marketing au sein de l'agence The Links, mais qui, pour des raisons de santé, n'a pu se joindre à nous. Elle doit nous regarder, donc évidemment, on la salue et on lui souhaite bon courage. En préambule, vous vous demandez peut-être pourquoi une agence de communication s'intéresse d'aussi près à la question de l'innovation de service. Tout simplement parce que chez The Links, nous avons des croyances, et en particulier 3 croyances importantes qui nous amènent aujourd'hui et depuis un certain temps à réfléchir à cette thématique. La première d'entre elles, c'est que nous croyons en la puissance de l'idée, une idée qui doit guider les marques dans leur quête d'innovation. Deuxième point important, nous croyons que cette idée, toujours, doit être l'impulsion permettant de passer du discours aux actes. Et cette notion de passage du discours aux actes est devenue aujourd'hui essentielle pour asseoir un discours de marque fondé sur une sincérité. Enfin, nous pensons que les méthodes que nos équipes appliquent au quotidien, lors du processus de conception ou de création, peuvent aider les marques dans leur démarche d'innovation. Donc nous allons essayer humblement aujourd'hui de répondre à cette question autour de 3 grands chapitres que nous allons développer. Le premier avec Clémence, où nous allons aborder l'innovation de service comme moteur de l'évolution d'un business model. Ensuite, Adrien développera notre approche de design d'innovation. Et enfin, nous aborderons le rôle de la communication dans une telle démarche. Donc, sans plus tarder, j'aimerais me tourner en premier lieu vers vous, Clémence, tout simplement parce que ces dernières années, vous avez été amené à bouger un petit peu, parce que le secteur a évolué. Et en préambule, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas Code Rousseau, un peu qui vous êtes. Oui, alors Code Rousseau est à l'origine un éditeur. Nous positionnons comme les partenaires stratégiques des auto-écoles en commercialisant, en concevant tout d'abord, et puis en distribuant des outils pédagogiques à la fois offline et online pour la préparation des différents permis de conduire. Alors le permis voiture évidemment, mais aussi le permis moto, le permis bateau, les permis poids lourds, la formation professionnelle. Et en fait, notre proposition de valeur, elle est assez simple, elle tient en 4 mots. C'est partenaire de votre réussite. Et cette proposition, elle s'adresse à la fois à nos clients, les auto-écoles, puisque nous nous positionnons comme les partenaires de leur réussite dans leur business, dans leur activité quotidienne. Et puis elle s'adresse aussi aux clients de nos clients, les candidats, parce que nous sommes les partenaires de leur réussite dans leur accession au permis, tout simplement. D'accord. Donc si je comprends bien, Code Rousseau, à l'origine, est un éditeur qui adresse exclusivement un marché B2B, et en particulier les auto-écoles, en tout cas ce qui concerne le... C'est tout à fait ça. En fait, pour la petite histoire, l'examen du permis de conduire date de 1899, avec l'essor de l'automobile. Et puis la première auto-école, elle est apparue en France en 1918. Et en fait, c'est Louis Rousseau, qui était enseignant de la conduite dans une auto-école, qui en 1937 a eu une idée. Tout part de l'idée, comme toujours. Et il a décidé de réunir dans un petit livret en fait, les questions que les examinateurs posaient le plus souvent aux candidats. À l'époque, il n'y avait pas d'examen théorique comme aujourd'hui. Les questions se posaient directement dans la voiture. Le livret a plu à la fois à ses confrères et puis aux examinateurs. Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier Code Rousseau. Et puis ensuite, l'entreprise s'est développée, la gamme s'est élargie. L'innovation est vraiment au cœur de l'ADN de Code Rousseau parce qu'on a eu de cesse d'innover depuis 1937 en nous adaptant aux évolutions technologiques, mais aussi aux différents modes d'apprentissage.
Et aujourd'hui, on a une gamme de produits de plus de 600 références. Donc, ça va de l'équipement, par exemple les panneaux de toit qu'on peut voir sur les voitures d'auto-école, aux logiciels de gestion spécialisés pour les auto-écoles, en passant par exemple, le simulateur de conduite. Très bien. En vous accompagnant, on a pu aussi comprendre un petit peu votre marché en s'y intéressant de près. On voit depuis quelques années émerger de nombreux nouveaux acteurs sur votre marché historique. Et ces nouveaux acteurs proposent un modèle foncièrement différent de celui sur lequel vous avez construit votre modèle. Comment Code Rousseau a su et a fait évoluer justement sa proposition de valeur pour s'adapter aux évolutions d'un marché, encore une fois, qui bouge énormément et très rapidement? Ouais. Alors en fait, le marché subit une profonde mutation depuis 2016. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a tout d'abord le fait que les jeunes passent leur permis de plus en plus tard, surtout en milieu urbain, parce que aujourd'hui les transports en commun sont hyper développés. Le week-end, quand ils veulent partir, ils ont le covoiturage. En plus, le permis est souvent considéré comme une formation qui coûte cher. Donc on a tendance à repousser l'âge pour le passer au moment de son premier travail, en fait, tout simplement. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes entre 15 et 25 ans ont un smartphone. Et du coup, ils ont un accès beaucoup plus facile à la formation en ligne. Et puis en 2016, il y a eu des changements réglementaires impulsés par le gouvernement. La banque de questions de l'examen théorique a changé. Et puis surtout, l'examen théorique a été confié à des opérateurs privés. Et en fait, maintenant, les candidats, pour s'inscrire à l'examen du code, ils ne sont plus obligés de passer par une auto-école comme c'était le cas auparavant. Ils peuvent s'inscrire directement. Et ça a pas mal bouleversé du coup le modèle économique des auto-écoles et par ricochet le nôtre. Et puis la dématérialisation des démarches administratives aussi a pas mal bouleversé le marché, parce qu'aujourd'hui, pour faire sa demande de permis, on peut la faire soi-même en ligne, alors qu'auparavant, on devait passer par une auto-école. Et du coup, ça a isolé les auto-écoles qui ne se retrouvaient plus sur les centres d'examen ou au guichet des préfectures. Et donc, en conséquence, ça a entraîné l'arrivée de nouveaux entrants, dont vous parlez dans votre question, les auto-écoles en ligne, qui ont attaqué les auto-écoles de proximité par la digitalisation, par le prix, et puis à grand renfort de campagnes de communication nationale aussi. Et puis, ça a du coup fragilisé les auto-écoles de proximité. Et puis, on a observé aussi une tendance au regroupement des auto-écoles les plus dynamiques qui ont cherché à se fédérer pour être plus fortes. Et donc, Code Rousseau a dû s'adapter. Tout ça s'est fait en l'espace de très peu de temps, finalement. Et le challenge pour Code Rousseau, ça a été de s'adapter à ces mutations. Et donc, en fait, dans les années 90, on a été un peu considérés avec nos concurrents comme des fournisseurs interchangeables. Et donc, il a fallu qu'on sorte de ce statut de fournisseur pour vraiment se repositionner comme des partenaires stratégiques. Et pour ça, on a travaillé sur une offre de produits plus adaptée et plus différenciée pour pouvoir nous débarquer de la concurrence. On a aussi énormément accompagné les auto-écoles dans leur digitalisation, à la fois en termes de produits, mais aussi en termes de communication. Et puis finalement, on a utilisé notre notoriété, on a la chance d'avoir une notoriété naturelle pour qu'elle serve aux auto-écoles. Et donc on a investi en communication grand public, alors qu'avant, notre budget de communication était exclusivement orienté vers nos clients, les auto-écoles. Et c'est comme ça qu'est né le Club Rousseau, en fait. Le Club Rousseau, c'est aujourd'hui, on peut dire que c'est le plus gros réseau d'auto-écoles de France, parce qu'il regroupe 1200 auto-écoles, soit à peu près 1700 établissements, une auto-école pouvant avoir plusieurs bureaux dans plusieurs villes. Et puis, en fait, en adhérant au club, l'auto-école bénéficie de tout un tas d'avantages et de services, dont le plus visible, c'est la possibilité d'être sur une plateforme que nous avons créée il y a 2 ans, de mise en relation entre les candidats au permis et les auto-écoles qui sont membres du club. D'accord. On le voit dans votre témoignage, plusieurs choses ont guidé votre souhait d'innovation. Vous abordez le parcours utilisateur au travers du fait qu'une réglementation qui change peut amener aujourd'hui l'utilisateur à s'inscrire directement. On voit que le marché lui-même va guider aussi des transformations profondes de votre activité. Quelle a été votre prise de conscience? Qu'est-ce qui vous a aidé? Quelle a été l'impulsion, en tout cas, qui vous a amené dans cette nouvelle étape d'innovation, puisqu'on voit que l'innovation est présente depuis sa création, en fait? Ouais. En fait, c'est vraiment cette
bipolarisation du marché qui est apparue en 2016 entre, d'une part, les plateformes qui se sont positionnées comme un intermédiaire entre l'élève et le moniteur, et puis d'autre part, ces auto-écoles qui ont cherché à se fédérer et qui nous a fait bouger. Et peu de temps avant, en 2015, M. Gup, le président de Code Rousseau, a voulu lancer une étude stratégique avec un cabinet indépendant pour justement piloter la pérennité de Code Rousseau à moyen terme. Et cette étude a duré plusieurs mois. Elle a impliqué à la fois le comité de direction, bien sûr, mais également l'ensemble du personnel de Code Rousseau. Et puis, il en est ressorti, au bout de ces quelques mois de travail, que l'ADN de Code Rousseau, c'était vraiment d'accompagner les auto-écoles indépendantes et qu'il fallait qu'on prenne le lead, en fait, et qu'on mène la riposte pour défendre ces auto-écoles indépendantes qui constituent l'essentiel du marché de nos clients. Et c'est pour ça qu'on a cherché à retrouver de la valeur stratégique en fait, auprès de ces auto-écoles, en œuvrant pour leur pérennité, mais tout en maintenant une certaine atomisation du marché pour qu'on puisse jouer notre rôle de fédérateur. Merci Clémence. Merci pour ce témoignage. Nous allons désormais ouvrir le deuxième chapitre de cette matinée. Chez The Lynx, vous le savez probablement, notre vocation est d'accompagner des marques pour révéler deux éléments essentiels selon nous d'une marque. La première des choses, c'est l'utilité de la marque, et la deuxième, c'est de les rendre le plus vivantes possible. On va revenir rapidement sur ces deux notions parce qu'elles sont essentielles dans notre démarche, mais pour entrer dans le vif du sujet, nous allons voir justement en quoi l'innovation peut servir cette quête d'utilité et de vivacité. Donc je vais revenir rapidement sur la notion de marque vivante. Ce qu'on appelle chez The Lynx une marque vivante, c'est une marque qui est en capacité de vivre en symbiose avec son écosystème. Ce qu'on entend par écosystème, c'est tout ce qui va entourer la marque, c'est-à-dire évidemment en premier lieu ses clients, ses prospects, mais aussi également, très important, les collaborateurs d'une entreprise, les partenaires, les fournisseurs, les institutions qui tournent et qui gravitent autour de cette entreprise. Et cette notion de vivacité de la marque, c'est sa capacité justement à bouger et à s'adapter à cet environnement qui lui-même est en mouvement permanent. Du coup, Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi justement l'innovation permet d'accompagner ce désir de vivacité ? Alors, il faut déjà replacer l'innovation dans le contexte dans lequel elle évolue. On observe deux choses. On a le contexte normal. Un contexte normal, c'est les entreprises en fait, qui s'adaptent à leur marché, à ce qui se passe autour d'elles, ce que ça implique en termes de prestations et autres. Là, c'est de l'innovation, disons, plutôt régulière, de l'innovation volontaire. Dans un contexte de crise, l'innovation est complètement différente. On est plutôt sur de l'innovation sous contrainte. On l'a vu récemment avec la crise du Covid, en fait. Énormément d'entreprises ont été contraintes de s'adapter à ce nouveau contexte. On a quelques exemples, quelques exemples concrets là sur ce qui va apparaître à l'écran sur le côté gauche, c'est l'université d'Oxford. Voilà. L'université d'Oxford, par exemple, a été contrainte en période de Covid de s'adapter pour pouvoir proposer en fait à ses étudiants de pouvoir continuer à suivre les cours en ligne. Suivre les cours en ligne, pardon, petit souci de micro. Il faut savoir s'adapter. Ouais, c'est ça. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette université-là, en fait, a amorcé un virage de digitalisation de ses cours en ligne. Il faut savoir qu'en seulement 15 jours de période de Covid, elle a mis à disposition 100% de ses cours en ligne. Ça faisait 3 ans à peu près qu'ils étaient en statu quo avec différentes autres universités pour essayer de trouver une solution. Et en 15 jours, ils ont opéré la transformation. Au centre, ce que vous voyez, c'est le port, la zone portuaire de Shanghai, qui, elle, a été soumise aussi aux contraintes du Covid et ont donc dû s'adapter. Les usines continuent à produire. L'explosion du e-commerce a conduit les gens en fait, à commander de plus en plus et le port s'est retrouvé complètement saturé. Ils ont été contraints d'innover dans le procédé et les processus de stockage pour faire en sorte que les conteneurs ne saturent pas en fait, le port. Ils ont créé des ports éphémères, ils ont optimisé, etc. pour pouvoir répondre à la demande et à cette nouvelle contrainte. Et enfin, on peut le voir aussi sur le dernier exemple, qui est le télétravail ou la téléconsultation. En France, par exemple, les administrations françaises et britanniques ont opéré un virage dans la téléconsultation médicale en ligne en quelques semaines seulement. Elles ont même légiféré dessus. Il y a très peu de crises ou de contraintes qui poussent en fait, à innover technologiquement sur ce genre de domaine en si peu de temps.
La téléconsultation, d'ailleurs, on le voit, la plupart des entreprises se sont adaptées, ont transformé leur façon de fonctionner pour proposer à leurs collaborateurs la capacité de télétravailler. Elles se sont équipées, elles ont acheté du matériel, elles ont changé fondamentalement leur façon de fonctionner. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand une crise, elle dure, on modifie profondément en fait, les usages. Ça reste gravé dans le temps. On a d'autres exemples. Par exemple, aujourd'hui, la livraison sans contact. On considère que c'est encore assez frais, mais il y a fort à parier en fait, qu'avec la disparition du Covid, la livraison sans contact reste. On a d'autres exemples historiques qui nous l'ont prouvé, que des innovations restent profondément ancrées dans les usages. En 14-18, par exemple, il faut savoir qu'un soldat blessé était un soldat mort, concrètement. On s'est retrouvé dans une crise qui a perduré, une guerre de près de 4 ans. Le personnel, les soldats n'étaient pas illimités. Il a fallu innover médicalement pour essayer d'en sauver le maximum, bien sûr dans l'espoir de pouvoir les renvoyer sur le champ de bataille. C'est là qu'est apparue la transfusion sanguine. Alors ça peut paraître étrange, mais ça ne se faisait absolument pas avant. La crise ayant duré, la transfusion sanguine ayant été testée plusieurs fois, en fait, elle est restée profondément ancrée dans nos sociétés, d'ailleurs auprès des hôpitaux aujourd'hui. C'est devenu normal, c'est la nouvelle normalité. En fait, c'est bien sûr quand on subit une opération, on se fait transfuser. Et enfin, on a d'autres innovations qui sont un peu plus sociales, mais qu'on aimerait voir disparaître, je ne vous le cache pas, et se réduire avec l'écart des inégalités. Les Restos du Cœur, c'est un exemple parfait d'innovation sociale qui malheureusement est resté ancré profondément dans nos sociétés. Qui se veut d'être une innovation utile et qui permet donc à des bénéficiaires de pouvoir obtenir des repas. D'accord. Donc justement, ce dernier exemple, en effet, des Restos du Cœur, nous fait toucher du doigt cette notion d'utilité. On en parlait, une marque utile. Notion a priori simple à appréhender. Maintenant, j'aimerais que tu nous précises un petit peu ce qu'on entend justement par être une marque utile. Alors, l'utilité, en fait, pareil, elle a deux notions. Il y a l'utilité à ses bénéficiaires. Là, c'est qu'est-ce qu'elle apporte à ses clients. Est-ce que si j'innove, est-ce que j'apporte un vrai bénéfice à mes clients, à mes utilisateurs, mais aussi au regard de ce que j'apporte à la société. Voilà, l'exemple des Restos du Cœur, c'est un bon exemple. On a quelques chiffres d'ailleurs qui sont assez parlants. On sait par exemple que 97% des Français s'intéressent de plus en plus aux marques qui n'ont plus seulement un bénéfice pour l'utilisateur, mais qui ont un bénéfice pour la société dans son ensemble. Donc 97% des Français attendent plus d'engagement de la part des marques. Et on sait aussi que 70% d'entre eux sont prêts à payer plus cher un produit ou un service si la marque derrière s'est engagée à agir sur le local, sur la promotion de l'emploi local, sur le sourcing des matériaux et des matières premières en France et pas à l'étranger, et ce genre de choses. Très bien. Donc pour conclure cette partie, c'est aussi pour ça que chez The Links, en fait, quelles que soient les missions que nous confient nos clients, nous nous attachons à interroger systématiquement deux éléments cruciaux dans notre réflexion. Pardon. La première, c'est la question de la raison d'être de la marque. Raison d'être, un terme qui commence largement à être appréhendé. La raison d'être, c'est le fameux why du fameux Simon Sinek, qui permet aujourd'hui, dans notre réflexion, d'orienter les efforts et les idées dans la bonne direction. On va parler de cohérence, on va parler de synergie, on va parler de singularité. Ces éléments sont là justement parce que la marque ne doit surtout pas être schizophrène. Et l'ensemble des éléments de discours et d'actes dont nous parlions tout à l'heure doivent tous aller dans un sens et un sens unique. La question de l'impact, deuxième point extrêmement important, cet impact, il est là justement pour mettre en balance d'un côté le bénéfice utilisateur, mais de l'autre l'impact environnemental ou sanitaire d'une offre d'une entreprise ou d'une marque. Avant d'avancer dans ce discours, Adrien, je me demandais, est-ce qu'il n'est pas le moment opportun de définir ou redéfinir ce que nous entendons par innovation ? Alors justement, en parlant d'innovation, on va peut-être surtout démonter les idées reçues autour de l'innovation. La plupart des entreprises qui se lancent dans l'innovation considèrent que l'innovation, elle est technologique. Alors on va abattre les murs, l'innovation, elle n'est pas exclusivement technologique, elle se repose sur la technologie. La technologie, finalement, est un moyen de pouvoir innover comme un autre. Alors naturellement, il y a des innovations technologiques, on a des processeurs qui sont gravés de plus en plus finement, qui sont beaucoup plus performants, qui ont des transactions thermiques de plus en plus performantes. Pour autant, dans la tête des gens, l'innovation, elle est purement technologique.
Alors c'est faux, il y en a d'autres et je reviendrai juste après dessus en présentant les différentes catégories dans l'innovation. La deuxième idée reçue, c'est, et ça je m'adresse aux gens qui souhaitent innover, l'innovation ne s'achète pas. Elle n'est pas relative au montant ou à l'argent qu'on investit, qu'on met sur la table. J'ai un exemple concret à vous présenter. En 2007, Nokia investissait 2,8 milliards de dollars dans le Nokia N95. Dans le même temps, Apple investissait 1,1 milliard de dollars de R&D en interne pour développer l'iPhone. Un qui proposait une innovation et l'autre qui, à mon avis, était un petit peu plus éloigné de la réalité. On sait aujourd'hui où se situe Nokia et on connaît aujourd'hui le succès de l'iPhone. C'est 2 fois moins. Il faut se dire que Apple a développé l'iPhone avec 2 fois moins d'argent. Donc c'est pas négligeable, ça ne s'achète pas. Impressionnant. Enfin, je vais revenir sur les catégories dont je vous parlais à l'instant. La FING et BPI France ont publié en début d'année une liste de catégories. Quand ils reçoivent, quand ils font la promotion de l'innovation, ils arrivent maintenant à les thématiser. On retrouve l'innovation de produits et de services, on a l'innovation en marketing, on a l'innovation en procédés et processus. On l'a vu tout à l'heure avec l'aéroport de Shanghai, qui n'est pas une innovation technologique, mais plus de procédés. On a l'innovation technologique, je vous en parlais, les composants informatiques, et on a l'innovation sociale, typiquement un exemple avec les Restos du Cœur, et il y a eu d'autres choses, d'autres innovations sociales depuis. Merci. J'ai quand même un peu l'impression que, excuse-moi du terme, mais qu'on est un peu face à une course à l'échalote. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui veut innover à tout va. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent qui ne sont pas forcément posées convenablement, mais en tout cas, selon toi, sous quel angle il faut aborder ce sujet ? Alors, d'après moi, c'est l'expérience en fait qui prime. On le voit à travers l'iPhone. On a d'autres exemples qui prouvent que l'innovation, en plaçant l'angle de l'expérience, pour être plus simple aussi, c'est l'expérience et donc l'utilisateur. On a un exemple, c'est généralement les marques ou les sociétés qui proposent des expériences remarquables, en fait, qui restent. Pourquoi ? Parce qu'elles inscrivent des nouveaux usages. Je peux prendre un exemple concret, c'est le déverrouillage de l'iPhone avec le swipe. Finalement, aujourd'hui, même les concurrents s'y sont mis en fait. Pourquoi ? Parce que iPhone, en proposant ce nouveau système de déverrouillage, a changé les usages. Les gens s'y sont habitués et s'attendaient à le revoir sur d'autres produits. On a un autre exemple concret qui est Netflix, par exemple. Alors Netflix, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, c'était un système d'abonnement où on recevait ses DVD à la maison. Voilà. Donc l'idée, c'était on payait un abonnement, on choisissait sur un catalogue les films et on les recevait par voie postale. Il n'y avait pas de boîte, c'était dans des CD, dans des enveloppes glissées dans les boîtes aux lettres. Il faut savoir que sur les 5 à 7 ans d'existence de Netflix au démarrage, c'est 5 milliards de DVD distribués dans des boîtes aux lettres américaines, ce qui est quand même assez énorme. Eux ont pris en considération, quelle expérience on peut amener à nos clients pour modifier, pour profondément leur apporter quelque chose et ce que ça va impliquer chez nous, concrètement. C'est ce qui s'est passé. Et eux, en fait, sont partis du constat en se disant les DVD n'iront plus dans les boîtes aux lettres, ce sont les gens sans quitter de chez eux auront accès aux DVD. Et donc, les plateformes de streaming ont été lancées. Aujourd'hui, Netflix est le roi du streaming, toutes plateformes confondues. Il faut le savoir, c'est 5 milliards de DVD en 5 à 7 ans qui a été distribué dans les boîtes aux lettres américaines. C'est 30 à 40 milliards de vues annuelles dans le monde. 30 à 40 milliards par an. Ce n'est pas sur une période de 5 à 7 ans, c'est par an, en fait. Ce qui est important avec cet exemple, c'est en fait, c'est leur capacité à avoir changé et leur façon de fonctionner au travers de l'expérience. Par exemple, pour passer de la livraison de DVD dans les boîtes aux lettres à la mise en place de plateformes de streaming, ça change radicalement. Ils ont dû pivoter en fait. Ils ont dû changer leur modèle économique, ils ont dû mettre un terme à leur chaîne logistique au profit d'installations plus techniques avec des hébergements web, etc. pour permettre aux clients de bénéficier de ces choses-là. Donc on parle ici d'observation des utilisateurs pour observer, se projeter par rapport à ces usages. Justement, Clémence, je voulais me tourner vers toi. Au moment où vous avez déployé et conçu le club Code Rousseau, est-ce que vous êtes resté à l'écoute de vos clients et de vos utilisateurs ? Oui, bien sûr, en amont, avant le lancement de la plateforme. Donc, la plateforme, on l'a lancée en septembre 2018, mais on a travaillé dès le début de l'année 2018, en fait, d'abord avec nos clients auto-écoles, parce qu'il fallait qu'on les convainque d'adhérer au club tout simplement et de lancer. Il fallait qu'on puisse lancer la plateforme avec un certain nombre d'auto-écoles déjà présentes dessus, sinon ça n'avait pas de sens. Donc on a beaucoup travaillé avec elles, on a fait des groupes de travail, on les a réunis pour savoir ce qu'elles attendaient de la plateforme, quelles informations elles voulaient voir figurer sur leur page, comment les hiérarchiser, à quel prix elles voulaient proposer leurs différentes formules. Donc ça c'était la première étape. Et puis la plateforme elle s'adresse aussi aux candidats,
sympa aux utilisateurs. Et donc, on a beaucoup travaillé sur son ergonomie. On a embauché une web designeuse pour faire ça. Et puis, on s'est beaucoup attaché à avoir un parcours utilisateur fluide. Et puis, là, plus récemment, on est en train de retravailler sur la plateforme, encore une fois, pour toujours améliorer le parcours utilisateur. Donc, pour ça, on s'est fait aider d'un UX designer et puis également de l'agence pour nous aider à optimiser le référencement et que les auto-écoles soient toujours plus visibles sur les moteurs de recherche. Donc rester toujours au plus proche des usages. Adrien, concrètement, chez The Links, comment on fait pour initier ce changement et cette démarche ? Alors notre démarche, elle tient sur 4 piliers. On est convaincu que déjà, c'est le pilotage dans la durée. En fait, innover, ça nécessite de forcément piloter le projet, c'est rassembler des équipes, monter une équipe projet autour. Et l'innovation se fait, à mon sens, dans le temps. On n'innove pas immédiatement, il faut en fait, comme c'est une transgression en fait de ce qui se fait, il faut déjà disons rassembler une équipe et pouvoir le cadrer pour s'assurer en fait que les choix qui sont faits, les directions qui sont prises soient stables. Ensuite, une notion qui est très importante chez nous, c'est le processus itératif. Innover, ça coûte cher. Ça, c'est une idée reçue aussi. En fait, il existe plein de méthodes, plein de techniques qui nous permettent d'innover à moindre coût. L'idée, c'est que si on s'intéresse et qu'on place l'utilisateur au centre, eh bien justement, il faut savoir en profiter et il faut savoir couper son innovation. Vous imaginez bien, une voiture haut de gamme, elle ne sort pas dans son état fini. Elle passe par des versions un peu plus rudimentaires qui sont mises à essai, soit sur circuit, soit en usine. Et bien sûr, de l'innovation de service, c'est le même principe. C'est le principe qui consiste donc à sortir une version rudimentaire de son service, à la soumettre à un petit panel d'utilisateurs, lui faire des essais et optimiser. C'est le concept du MVP, produit minimum viable en français, qui consiste à séquencer. On le voit, on peut avoir un service qui propose une version 1.0, qui n'embarque pas de messagerie, qui n'embarque pas de téléphone, etc. Et plus ça s'améliore, et plus en fait, le service devient complet, ou le produit d'ailleurs. Une lecture holistique. Alors, quand on s'attaque en fait à innover sur un produit ou un service, à mon sens, il faut prendre de la hauteur et avoir un regard sur ce que ça implique. C'est très bien, on essaye d'avoir du bénéfice pour les utilisateurs, on essaye d'avoir du bénéfice pour la société. OK, qu'est-ce que ça implique en interne, en matière de collaboration, des collaborateurs, les partenaires, la logistique potentiellement, ce genre de choses. On a un principe, nous, qui est de se dire, OK, vous voulez innover sur du service, sur un produit. On vient un peu comme une carotte de glace, percée à travers la glace, et on regarde les différentes couches. C'est un peu comme un jeu d'échecs, on le sait évidemment, quand on bouge un pion, ça en entraîne d'autres, ça les met en danger, ou ça les protège au contraire. Et bien là, c'est exactement le principe. Et enfin, on est aussi convaincu que c'est la mobilisation de l'intelligence collective. C'est notre 4e pilier. Vous l'avez dit dans votre exemple, vous avez fait ça en groupe. Il est évident qu'aujourd'hui, la réponse, elle est plus chez vous qui essayez d'innover que chez nous, agence en fait. En revanche, on dispose de tout un tas de méthodes et on est convaincu qu'en mettant les bonnes personnes autour de la table, à la fois en interne pour nous et à la fois en interne chez vous, et les clients, on est capable de trouver des solutions qui tendent vers la vérité. On a un exercice très marrant à l'agence qu'on s'amuse à faire de temps en temps, c'est le calcul de la distance de 2 points à vol d'oiseau. Par exemple Paris-New York, et on se rend compte que plus les groupes sont grands, même si les gens n'ont aucune idée de la distance précise qui sépare ces 2 points, eh bien, on arrive à 200 km près à avoir la vraie valeur de cette distance. Pour avoir participé à cet exercice, c'est vrai que c'est assez bluffant. Voilà. La moyenne du collectif arrive de façon extrêmement précise au résultat exact. C'est ça, et ça nous prouve donc une chose, ça nous prouve que plus on est nombreux et plus on met des regards différents, plus on laisse la parole et on écoute les autres, et plus on a tendance à tendre vers la vérité. Voilà. Merci Adrien. En conclusion, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est l'approche globale? On parle chez The Links d'Open UX. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'Open UX? Alors, chez nous, c'est pareil, ça repose en 3-4 points. C'est déjà, on définit la direction stratégique. Alors là, on mobilise le marketing et le planning stratégique qui vont travailler sur les évolutions de marché, qui vont regarder ce qui se passe autour, que fait la concurrence, quels sont les nouveaux usages. On regarde, entre guillemets, le paysage qui entoure l'entreprise, et en tout cas les enjeux et les contraintes et les contextes aussi. Voilà.
On est à la fois à l'écoute de ce qui se fait de manière générale sur le marché, mais aussi des signaux faibles. On a cette capacité d'aller voir des signaux imperceptibles pour les autres et de potentiellement d'y repérer des opportunités pour pouvoir avancer dans ce sens-là. On identifie aussi généralement l'innovation part d'un irritant. Voilà, on l'a vu dans l'exemple de Netflix tout à l'heure. Recevoir un DVD, c'était pas un irritant pour eux. Quoi qu'il en soit, ils sont partis de ce constat-là en se disant ok, les gens sont quand même contraints de sortir de chez eux, d'aller à la boîte aux lettres, etc. Nous, on est convaincus de ça. C'est de se dire, nous, on choisit les irritants, on cartographie le parcours de l'utilisateur, on cartographie le parcours du collaborateur, on observe ce qui se passe en interne et en externe au sein de l'organisation et on cible nos pain points. Voilà. Qu'on appelle les points de douleur. Et on part de là en se disant, si on soigne ces irritants-là à travers de l'innovation, alors effectivement, on répond à cette problématique de besoin et d'usage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on produit rapidement une solution. Très très rapidement, on met sur pied un prototype. Alors ça peut être un prototype interactif, ça peut être un prototype physique, ça peut être de l'expérience en magasin, mais ça peut être aussi une application mobile. On la soumet très rapidement à des utilisateurs et on récupère leur retour en fait. On a quelques techniques en interne. Alors on a cette capacité en fait d'emprunter. Nous, pour prototyper et pour réfléchir dans nos phases d'idéation, on a cette capacité d'emprunter à plusieurs univers divers des techniques. On s'attarde aussi bien à des ateliers de co-création qui sont disponibles en framing agile, en lean, en design thinking et en marketing même. On a des stratégies marketing qui sont très bonnes pour produire et concevoir des produits. On a par exemple le Blueprint Service, c'est cet outil en fait qui sert à creuser en profondeur dans les structures pour savoir comment elles fonctionnent. On a le Product Vision Board qui typiquement est notre capacité à aller voir une direction de produit, de fédérer les gens autour et de les embarquer dans la bonne direction pour s'assurer que le produit suit une direction et répond à des attentes. On a bien sûr, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les parcours utilisateurs, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs irritants, quelles sont les opportunités pour nous d'améliorer le tout. Et on dispose d'une batterie d'ateliers qu'on appelle custom, qu'on fabrique un peu sur mesure en fonction des contraintes et des enjeux des uns et des autres, pour être toujours au plus proche des besoins des utilisateurs, car c'est un petit peu la conclusion, c'est l'utilisateur en vérité qui initie le changement avant tout. C'est lui la vraie source de l'innovation, c'est pour lui qu'on innove, et c'est tant qu'il vivra une expérience et tant qu'il voudra utiliser un service ou un produit, les sociétés seront contraintes d'innover. D'accord, donc si je comprends bien, un élément récurrent dans ton discours, c'est le côté concret des choses. J'imagine qu'il faut aussi les orchestrer. Et comment on fait ça ? Alors justement, nous, quand on parle d'orchestration en fait, de l'expérience de marque, on s'assure que ce qu'on propose aux clients soit par effet de miroir un petit peu répercuté en interne en vérité. C'est-à-dire que ça paraîtrait complètement déconnant qu'une marque qui propose des vêtements 100% recyclés, à base de matériaux biodégradables, sourcés dans des pays où on essaye de faire du marché équitable, en sortie de magasin, propose un sac plastique à base de pétrole qui serait absolument pas cohérent avec l'image. On s'assure que sur la totalité de la chaîne, ce qui est entrepris en matière d'innovation, ce qui est expliqué en termes de messages, ce qui est proposé aux utilisateurs comme aux collaborateurs, le tout soit cohérent en fait. Donc, cohérence et sincérité, comme on le disait tout à l'heure. Exactement. Merci Adrien. Il est temps désormais, je crois qu'on est dans le timing. J'en profite pour vous inviter à nous poser vos questions sur le chat. On prendra quelques minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre et échanger avec vous. Voilà. Donc cette troisième partie, plus orientée, plus consacrée à la communication. Et justement, on va essayer de voir ensemble quel est le rôle de la communication dans cette quête d'innovation. On l'a vu à l'instant, aujourd'hui l'innovation est indispensable pour toutes les entreprises, pour rester connectée évidemment à son audience, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Elle doit être accompagnée, car au-delà de l'utilité qu'on a pu développer juste avant, elle doit surtout être visible, évidemment. Donc pour en parler, je vais me tourner vers toi Clémence pour évoquer Playcode, un dispositif qu'on a pu co-concevoir ensemble l'été dernier, une opération de communication un peu spéciale qu'on a menée avant l'été, je viens de le dire, pardon. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo justement qui présente le dispositif.
Alors Clémence, justement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est l'idée globale de ce dispositif? Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, en fait, Code Rousseau aujourd'hui cherche à utiliser sa notoriété, enfin d'abord à la développer et puis également à l'utiliser au bénéfice des auto-écoles de proximité. Et donc, depuis 2-3 ans maintenant, on travaille avec The Links. L'année dernière, on a fait 2 spots publicitaires dans lesquels on mettait en avant les auto-écoles du club. Et donc cet été, on a lancé Playcode. Playcode, c'est comme on a pu le voir dans la présentation, c'est un jeu sur Messenger en fait, qui fonctionne via un chatbot. Et donc on a proposé aux utilisateurs pendant 5 jours de répondre à 5 questions de code par jour, des questions sérieuses, rigoureuses, des vraies questions du code de la route. Mais dans le ton qu'on employait, on était toujours dans de la bienveillance, dans du fun, parce qu'on s'adresse à une cible 15-25, donc il fallait que ce soit plutôt ludique en fait comme expérience. Et voilà, ça a bien fonctionné. Et à la fin, on a eu beaucoup de participants et donc on a fait un tirage au sort pour désigner les gagnants. Et donc il y a 5 personnes qui ont eu la chance de gagner leur formation au permis de conduire dans une des auto-écoles du club. Très bien, donc si je comprends bien, l'idée directrice était de coller au plus près des usages de notre cible principale, en l'occurrence les jeunes qui sont très présents sur Messenger, et en adoptant aussi une tonalité spécifique qui leur parle, c'est-à-dire éviter un discours institutionnel très éloigné justement de leurs attentes et de leurs habitudes quotidiennes. Oui, c'est ça. On avait constaté que Code Rousseau avait plutôt effectivement cette image institutionnelle et un peu vieillotte. Et donc, grâce à Playcode, on a pu justement changer cette image-là avec du fun, avec de la bienveillance et puis surtout en allant chercher les jeunes là où ils sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Messenger. Quels étaient les objectifs de cette campagne qu'on s'était fixés? Les objectifs, ils étaient assez simples. Donc, on vient de le dire, c'était gagner la bataille de l'attention sur les réseaux sociaux où c'est pas forcément facile parce que les jeunes ont tendance à papillonner beaucoup. L'objectif, c'était aussi de développer la notoriété de Code Rousseau auprès de ces cibles-là et puis, par ricochet, la notoriété du club. Et puis, finalement, de créer une expérience qui soit engageante. Et ça a bien fonctionné parce que du coup, en faisant revenir les utilisateurs pendant 5 jours, ils ont passé beaucoup de temps avec la marque et c'est ça qui était très intéressant dans ce dispositif. Très bien. Alors justement, est-ce que cette initiative qui sort des standards de communication qu'on peut avoir l'habitude de voir au quotidien a répondu à tes attentes et est-ce que tu as quelques données chiffrées à nous communiquer? Oui, on l'a vu dans la présentation, on avait un objectif de 25 000 participants et on en a eu 33 000. Donc on était satisfaits, on était aussi très satisfaits du fait que le jeu a été beaucoup partagé. Le jeu encourageait beaucoup la viralité et donc le partage avec ses amis, sa famille sur Messenger. On avait aussi dans chaque série de 5 questions, une question qu'on appelait la question vintage, qui se rapportait au code de la route des années 90. L'idée étant que les jeunes puissent aussi en discuter avec leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc, ce dispositif de partage a bien fonctionné. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, en termes de temps passé avec la marque, on a fait les calculs, on est à 5 minutes 30 en moyenne. On avait un objectif de 4 minutes 30 et ça, c'est une belle réussite aussi parce que engager les participants pendant 5 jours, au départ, ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Et donc, on s'est rendu compte que ça avait bien fonctionné. Très bien. Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu dans un futur peut-être proche et imaginer que demain, Messenger devienne le premier support d'apprentissage du code de la route pour ces jeunes publics et aller jusqu'à faire vivre une expérience totalement différente des codes et des usages qu'on a aujourd'hui? Oui, pourquoi pas, parce qu'on a vu là pendant Playcode que ça fonctionnait bien, on est capable de poser des questions, d'avoir les visuels, de pouvoir apporter des éléments de réponse argumentés. Donc là, on proposait 5 questions, on pourrait envisager d'en proposer 40 comme à l'examen aujourd'hui, ou alors des séries de 10 à 20 questions sur des thèmes particuliers de l'examen pour pouvoir faire revenir les gens plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Et puis surtout, là, fort de notre expérience de cet été, on va probablement renouveler l'opération l'année prochaine en adaptant les questions, en améliorant le parcours de l'utilisateur aussi, pour que ça devienne, pourquoi pas, demain, après-demain, quelque chose de courant dans l'apprentissage du code de la route. Merci Clémence. On arrive au terme de ce webinaire dédié à l'innovation de service. Avant de prendre quelques questions, alors on aura peu de temps, mais on va quand même essayer de prendre quelques questions sur le chat. Je vous livre une conclusion qui n'a pas vocation à résumer toute la richesse des échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui.
Mais je voulais revenir sur 3 points essentiels qui ont été évoqués, qui sont pour nous les 3 points clés de la réussite d'une démarche d'innovation. La première est presque la plus importante, c'est de rentrer collectivement au sein de l'entreprise dans une démarche d'acceptation du changement. Il est certain que si l'ensemble des parties prenantes n'acceptent pas et ne se mettent pas dans un état d'esprit favorable au changement, ça risque d'être compliqué. Donc cette notion d'acceptation du changement est évidemment cruciale. Le deuxième point, c'est Adrien nous l'a bien expliqué, c'est savoir mobiliser l'intelligence collective. Il faut oublier l'idée de se dire que seul on peut arriver à des modèles d'innovation, des modèles de changement des usages qui fonctionneront. C'est ensemble qu'on arrive et il ne faut pas avoir peur de rassembler, de mettre autour d'une table des personnes d'horizons très différents parce que, encore une fois, c'est le collectif qui va favoriser la démarche. Et enfin, dernier point, et j'espère que les maîtresses de nos enfants écoutent, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Se tromper, c'est mieux savoir recommencer. Le processus itératif passe par des échecs. Et l'échec est là uniquement pour rebondir et aller encore plus loin dans une démarche efficiente. Alors, on a vu hier soir notre président de la République parler. J'ai retenu une note positive à la fin de son discours, parce que même si aujourd'hui le monde qui nous entoure est plutôt morose, on va rester sur une note positive. Et je voudrais vous partager une petite réflexion philosophique qui est de se dire que l'innovation, c'est savoir investir du temps présent pour un futur plus radieux. Voilà, c'est vraiment la philosophie globale, c'est de se dire il faut y aller, il faut innover, il ne faut pas subir un monde qui change, même si des nouvelles peuvent être un peu inquiétantes. On a tous les clés en main pour justement investir efficacement. Voilà, il nous reste 3 minutes pour tenir pile poil notre timing de 45 minutes. Je vais prendre une première question que je vais vous poser à tous les deux, c'est comment l'innovation de service vient nourrir le business concrètement, parce qu'on imagine bien que même si ce n'est pas une question d'argent, on l'a vu, ça a quand même un coût, et que forcément dans une vision héroïste à laquelle The Lynx est très attaché, comment cette innovation peut servir le business ? Alors, chez Code Rousseau, le Club Rousseau fait aujourd'hui partie des... Donc c'est un produit qui fonctionne sous abonnement. En fait, les auto-écoles adhèrent et payent un abonnement mensuel ou annuel pour faire partie du club. Et donc c'est vrai que avec aujourd'hui 1200 auto-écoles, ça fait partie des produits qui viennent fortement contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc avec des investissements de départ qui n'étaient pas forcément colossaux, comme tu le disais Adrien tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin d'investir des milliards pour avoir la bonne idée. Aujourd'hui, ça fait partie des produits qui contribuent fortement au chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. D'accord. Et donc juste pour rebondir là-dessus, on l'a vu au début du webinaire, vous adressiez au début les auto-écoles, et justement là où l'exercice a sans doute été un peu délicat, mais plutôt bien réussi, c'est de pouvoir adresser l'apprenant au final, qui n'était pas votre cible commerciale à l'origine, ouais, mais tout en étant un générateur de business pour votre cible historique. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était de venir chercher les élèves pour nos clients. Et ça a été toute la complexité du modèle, parce qu'il ne fallait pas que nos clients pensent qu'on allait directement, nous, Code Rousseau, nous adresser aux élèves. Ce n'était vraiment pas l'idée. L'idée, c'était vraiment d'utiliser la notoriété de Code Rousseau, la capacité d'investissement, notre légitimité, notre notoriété tout simplement, pour aider les auto-écoles à faire venir les élèves chez elles, à les récupérer tout du moins. D'accord, bon voilà, c'est l'heure. Je voulais vous remercier d'avoir pris ce temps avec nous pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Adrien d'avoir témoigné de ton expertise au quotidien. Et on espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire sur une autre thématique qui nous tiendra à cœur. Merci beaucoup, au revoir. Merci.